bienvenue à tous pour ce rendez-vous. Je sais que vous l'attendez. Vous êtes là? Mais oui, vous êtes là. Vous êtes juste derrière. On vous voit, vous nous voyez. Bienvenue, c'est Fenech Security Talk. Avec, bien évidemment, mais est-ce que comme à chaque fois, je vais devoir le présenter, Georges Fenech, ancien magistrat, ancien député, pas que, également auteur. Georges, bienvenue. Merci de cette présentation, de cet accueil. J'ai rien oublié, Georges? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Toujours extrêmement intéressé par ce qui se passe dans ce groupe Agora, et Dieu sait s'il se passe des événements exceptionnels. Alors, l'intérêt, c'est bien, justement, nous, on a convié, Georges a convié quelqu'un. Vous allez voir, on va parler de sécurité, on va parler de coûts, on va parler de prix. Si on met les trois et on va les réunir, vous allez voir que ça va nous emmener auprès de quelqu'un qui a écrit ce livre, Le prix de l'insécurité, pour cause d'insécurité. Vous savez que monsieur Christophe Duval est avec nous. Bonjour, bienvenue. Enchanté. Merci de votre invitation. Haut fonctionnaire, essayiste également. C'est surtout comme essayiste, bien sûr, que je suis là, mais voilà. Mais ça fait partie. Alors, je disais, on va revenir sur ce livre parce qu'il est énormément bien documenté. Il y a énormément de choses. Très sincèrement, et je vais vous le dire, même pour moi, ça a été d'une simplicité à pouvoir le lire et surtout de comprendre certaines choses. Alors, on rentre tout de suite dans leurs échanges, leurs débats. On a 25 minutes pour cela. La première, c'est, on va se poser la question de la sécurité. Combien ça coûte? Ça, c'est la thématique centrale. C'est la sécurité. Doit-elle avoir un prix, finalement? Et puis, trois petites sous-thématiques comme ça. La sécurité est-elle et fait-elle partie de l'État et de ses prérogatives? Interrogation. Et devons-nous choisir entre la sécurité et se protéger? Enfin, on terminera avec le continuum. N'est-il pas, finalement, si ce n'est la solution? Alors, Georges, ça, c'est le programme. Il est beau, il est riche. On démarre tout de suite avec l'entrée, le début. La sécurité doit-elle avoir un prix? Et on en parle dans ce livre. Bon, cette entrée en matière étant faite, je précise quand même que Christophe Duval est un vrai spécialiste, et merci d'être présent parmi nous ici à Agora, News Sécurité, de la sécurité. Et d'ailleurs, vous avez fait également l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Vous êtes un auditeur de cet institut qui, malheureusement, a été supprimé, mais on va en reparler. Donc, la première question, monsieur Duval, que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que l'on connaît véritablement ce que représente la criminalité et l'insécurité en France? Est-ce qu'on a des outils d'évaluation fine de ce que représente la sécurité en France? Alors, les pouvoirs publics et les hommes politiques vous répondront oui. Le sous-titre de mon livre, ça n'a pas été précisé, s'appelle « Enquête sur une défaillance d'État ». Moi, je mets les pieds dans le plat et je dis un scandale, quelque part, qui est celui de mon caractère de chercheur, puisque finalement, je suis entré dans cette aventure comme un chercheur. Certes, j'avais quelques idées sur la justice, certes, j'y travaille un petit peu par ailleurs. Je suis venu à ce livre aussi par le scandale des victimes. Voilà. J'ai connu de près ce qu'est le parcours du combattant des victimes 3 fois. Victimes d'abord par le fait qu'elles sont elles-mêmes atteintes, parfois dans leur vie, définitivement, que les familles de victimes et les victimes elles-mêmes vivent un parcours du combattant pour une réponse pénale qui, généralement, n'est pas à la hauteur de leur souffrance, et ensuite elles sont totalement oubliées, n'est-ce pas? Et elles sont victimes une 3e fois, de manière psychologique, etc., jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Pour revenir à mon travail de chercheur, je pensais qu'il y avait effectivement des données. Voilà. Et ma surprise, ma stupéfaction, c'est finalement c'est totalement lacunaire, c'est parfaitement pas certifié, et sur 2 plans. Alors vous dites, la criminalité, est-ce qu'on la connaît? Je réponds, bien sûr il y a des statistiques, celle du ministère de l'Intérieur, celle du ministère de la Justice, je me suis d'ailleurs plongé dedans pour faire cette étude de 2010 à 2020. J'ai voulu rester sur un spectre d'années qui est un petit peu loin et en même temps un petit peu représentatif. Mais qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'on a plusieurs fois cassé les thermomètres. Oui, l'État 4001. Alors, l'État 4001, pourquoi l'a-t-on cassé ce thermomètre? C'était quoi l'État 4001? Alors, c'est un peu technocratique de l'expliquer, mais les gendarmes, les policiers connaissaient ça depuis 1972. Ils rentraient chaque fait divers, enfin en tout cas fait délictueux ou criminel, dans un état statistique qui était très intéressant parce qu'il était décroché quelque part aussi un petit peu des qualifications pénales. Et donc, par exemple, il y avait un renseignement qui aujourd'hui n'existe plus, qui s'appelle les règlements de compte, les homicides par règlement de compte. On surveillait de cette manière
j'allais dire, l'ensauvagement ou la criminalisation des gangs qui se pratiquent la peine de mort. Parce que si Badinter l'a supprimé, évidemment, à Marseille, on n'a pas supprimé la peine de mort entre délinquants. C'est très intéressant de surveiller ça, parce que c'est un indicateur de l'aggravation de la violence que peuvent avoir certaines bandes organisées qui vont après se réagir forcément en ricochet sur... Il a été supprimé récemment. Alors, il a été supprimé, il a été refondu. Évidemment, on va toujours nous expliquer que c'est parce qu'on veut mieux faire, etc. C'est possible, je ne mets pas ça en cause, et surtout la bonne foi de nos statisticiens. Mais les deux ne se recoupent plus. Vous voyez, le fil est cassé. Et donc, ce qu'on appelle la consolidation pour tous les statisticiens et les amoureux des études statistiques est perdue. Pareil, on a supprimé en 2020, et pour moi c'est quasiment une faute politique, une erreur, l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Pourquoi l'a-t-on supprimé? Vous vous rappelez ce que c'était? Alors, c'était un organisme placé auprès du ministre qui collectait la source. Indépendant. Indépendante, absolument. Qui collectait la source, mais enfin qui dépendait quand même malgré tout du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, qui collectait les données de sécurité et les données de justice, et qui moulinait un rapport annuel au profit des politiques. Il a été supprimé. Voilà. Pourquoi? Écoutez, quand on regarde en vérité l'évolution statistique de la violence et de l'insécurité, on voit bien que de 2017 à aujourd'hui, il y a une pente haussière parfaitement préoccupante, et que peut-être c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu dissimuler ou mettre le tapis sous la poussière sous le tapis. Alors, ma très forte demande, ma très forte revendication, c'est qu'on crée aujourd'hui un organisme qui pourrait être une autorité publique indépendante qui certifie chaque année devant le Parlement les chiffres de la sécurité et de l'insécurité. Un organisme indépendant, alors évidemment avec toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité, qui certifie, ça veut dire qu'il rassemble les chiffres et qui à un moment donné dit, comme la Cour des comptes, j'approuve que ces chiffres sont vrais. Voilà. Et puis un débat devant le Parlement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, le problème, c'est que l'insécurité manque de consensus. Et c'est absolument anormal que tous nos parlementaires, n'est-ce pas, quelque part se retrouvent sur un consensus. Est-ce qu'il y a autant de discussions sur le taux de chômage? Il y a un peu de discussions sur la définition du BIT, etc. Mais globalement, c'est consensuel. L'inflation, globalement, c'est consensuel. On ne va pas remettre en cause ce que dit l'INSEE. Pourquoi remettons en cause... Voilà. Ce qui est, alors, page 49 de votre livre, vous dites... Il n'est de richesse que d'hommes, disait le philosophe Jean Bodin, mais dire que la vie n'a pas de prix permet de faire l'autruche derrière la façade du bien pensé consistant à ne pas aller jusqu'à la chiffrer. Ça revient à ce que, Georges, vous disiez. Le propos, on ne veut pas chiffrer. On ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas voir cette réalité. On fait l'autruche, voilà. Ouais. Alors, en disant ça, c'est une autre de mes découvertes, c'est que je rends hommage dans ce livre à une politique de sécurité publique qui a marché, qui est la lutte contre la violence routière. Oui. Voilà. Elle a marché parce que là, je veux dire que depuis Pompidou, 1972, Chirac qui a annoncé ça en 2002, il y a un volontarisme. Ce volontarisme, d'ailleurs, il utilise une expression qu'on ne veut surtout pas utiliser dans le reste de la sécurité, qui est le zéro tolérance. Exact. Nous vivons tous sur la route, n'est-ce pas? Zéro tolérance pour les accidents routiers, pour le feu rouge que l'on oublie de respecter, pour la limitation de vitesse. Pourquoi n'applique-t-on pas ce zéro tolérance pour ce qui, finalement, j'allais dire, est le plus gravissime pour nos citoyens, la violence de droit commun? Et elle a réussi à obtenir des résultats très efficaces. Rendez-vous compte qu'on est passé en 1972, quand Pompidou prend conscience de ce scandale, de 13 000 morts sur la route à aujourd'hui 2500, 3000, enfin, c'est encore trop. C'est toujours trop. Mais c'est une baisse de plus de 86% entre 72 et aujourd'hui. Quand on veut, on peut. Et qu'a fait la direction de sécurité routière pour convaincre qu'il fallait mettre le paquet? Elle a chiffré le coût de la vie. À bas bruit, sans que personne ne le sache. Ça coûte combien? Alors, intéressant de savoir. Qu'est-ce que vaut la vie de Jérôme Papin, de Christophe Juval? Tout le monde, évidemment, pourra trouver que c'est un caractère cynique ou c'est un caractère... Voilà. Alors, elle a confié d'abord à des chercheurs de 92 jusqu'à il y a très peu de temps. C'est un laboratoire de l'Université de Lyon, le laboratoire Gustave Eiffel, qui s'est vu confier une mission, d'ailleurs européenne, voilà, de chiffrage du coût de la vie. C'est connu sur le plan international, la science économique travaille sur ce sujet. Et la conclusion aujourd'hui, alors je la fais courte évidemment, c'est que la perte d'une vie humaine par rapport au PIB de chaque pays, mais pour la France, c'est en 2023 6 441 000 euros. Bon,
Alors, une vie. Une vie, voilà. Ce chiffre... Vous allez cher, Jérôme. Non, on plaisante un peu. mais il faut comprendre que c'est une notion économique. Il faut comprendre que ce chiffre qui n'est pas divulgué, sauf dans le rapport annuel de la sécurité routière chaque année, ce chiffre représente 40 fois ce que les jurisprudences et la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, attribuent à une victime d'homicide. Donc ça veut dire quelque part qu'on est très loin d'indemniser ce qui représente d'abord le coût de la vie par rapport à la perte pour la nation. Parce qu'une personne est décédée, que ce soit sur la route, un accident du travail, ou effectivement violé et assassiné sauvagement comme Philippine, c'est une perte pour la nation. Et c'est une perte pas seulement pour la famille, pour les Irlandais, c'est une perte pour la nation. Philippine aurait pu être une excellente professeure d'économie peut-être de Paris-Dauphine. Elle a bénéficié d'une formation. Elle aurait été contribuable, elle aurait été assurée sociale, elle aurait été mère de famille, elle aurait été grand-mère. Vous vous rendez compte ? C'est une perte humaine inimaginable. Alors, on comprend mieux là avec vos propos l'objet du coût. Voilà. Alors, pourquoi le coût c'est important de le dire ? Parce que en ne dévoilant pas ce qui se passe, c'est-à-dire aujourd'hui en France, il y a en 2023 la perte sèche, si je puis dire, par rapport à cette richesse humaine qui est celle de Baudin que vous évoquez, 18 milliards de pertes humaines par tout motif d'insécurité. Quand les politiques auraient en conscience de cela, je crois que ça changerait le braquet. C'est-à-dire qu'ils seraient devant une responsabilité énorme. J'ai fait perdre à ma nation 18 milliards par la somme de toutes les insécurités. Prenons conscience de se mobiliser, comme pour la route, à diminuer ce nombre. Alors, Jérôme, on peut peut-être aussi évoquer maintenant à ce stade la question du coût, proprement dit, que la nation assume pour protéger. Absolument. C'est ce coût-là, parce qu'il y a des chiffres absolument époustouflants que j'ai découverts dans votre livre. Oui. J'ignorais. Un, c'est le donné global du coût, c'est-à-dire tout ce que l'État doit mettre en œuvre, ce que ça coûte pour lutter contre la criminalité. Est-ce que vous pouvez approcher un peu cette vérité à travers la recherche que vous avez faite? Tout à fait. Merci aussi de me permettre de révéler ce deuxième dysfonctionnement de l'État. Toute action et toute politique publique a forcément un coût. Voilà, c'est normal, on y met des fonctionnaires, il y a des dépenses et des investissements de fonctionnement ou peu importe. Il est logique de les comptabiliser. Je pensais trouver dans un rapport de la Cour des comptes le chiffre du coût de la sécurité, ou comme une pièce de monnaie, son revers, de l'insécurité. La réponse, c'est non. Voilà. Non, vous n'avez pas trouvé ? Il n'y a pas trouvé. Sur un sujet aussi important que celui-là, qui concerne tous les Français, qui, je rappelle d'ailleurs au passage aussi, une des obligations de l'État, peut-être qu'on y reviendra, c'est le deuxième des droits de l'homme que nous a consacré la déclaration 89, bien, le droit à la sûreté. Eh bien, il n'y a pas de données, aucune donnée consolidée. Alors, bien sûr, il y a des données, mais il faut aller, 1, à la pêche, premier point. 2, elles sont souvent lacunaires. Et 3, effectivement, elles ne sont pas mises en perspective. Comment est-ce que j'ai travaillé ? D'abord, j'ai additionné, si je puis dire, en prenant l'année 2020 comme année de repère, tout ce que l'État, le budget de l'État, peut considérer qu'il consacre à la sécurité. Alors, je vous dis, la LOLF, c'est-à-dire la loi de financement de la loi organique, malheureusement, donne des indicateurs, mais n'en donne pas complètement. Il manque absolument un indicateur qui s'appellerait sécurité, et qui obligerait effectivement les administrations de l'État, pas seulement le ministère de l'Intérieur, dont une grosse partie du budget, bien sûr, est consacrée à la sécurité, la justice, mais pas que, et puis les ministères civils, qui ont aussi des responsabilités de sécurité. Les communes, les collectivités territoriales, c'est la bouteille à l'encre de savoir ce qu'une collectivité territoriale consacre à la sécurité. Elle-même peut-être le sait individuellement, mais il n'y a aucune agrégation nationale. Et je suis parvenu aux chiffres. Vous en oubliez une, pardonnez-moi. Pardon ? La sécurité privée, alors, qui est un marché considérable. À ce première couche, évidemment, j'ajoute quoi ? D'abord, les particuliers eux-mêmes, malheureusement, ne peuvent plus compter que sur les bleus dans la rue pour leur propre sécurité. Donc ils dépensent, ils rajoutent à leurs impôts en prélèvement sur leur pouvoir d'achat pour se payer de la sécurité privée. Et puis, effectivement, comme vous le dites, les entreprises sont confrontées à cette insécurité, et donc le supermarché va embaucher des agents, des vigiles, etc. etc. Ça s'appelle le marché privé de la sécurité, auquel s'ajoute aussi ce qu'on appelle le marché assurantiel de la sécurité, parce qu'il faut s'assurer contre le risque de vol, puisqu'on n'est plus certain, quand l'essence apporte même avec 4 cadenas, elle ne sera pas fracturée. Déjà, on a une première couche qui est de 33 milliards dépensés par l'État au minimum.
c'est des minimums que je chiffre, à la sécurité. À la sécurité privée s'ajoute 20,2 milliards, d'après mes chiffres et mes données, qui s'ajoutent en plus encore à cette couche supplémentaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les coûts cachés de l'insécurité, parce que tous les économistes savent qu'aux coûts apparents, aux coûts évidents, s'ajoutent des coûts indirects, qui sont les coûts cachés. Alors, tout le monde, évidemment, connaît ça, c'est des économistes manient bien cette donnée. Alors, concrètement, on arrive à 7 points de PIB, 7 points de PIB, qui sont engloutis, si je puis dire, dans le devoir de sécurité, parce qu'évidemment, bien sûr, personne ne met en doute qu'il ne faille pas se protéger, donc dépenser pour la sécurité, mais ces 7 points qui, 1, ne font pas l'objet d'évaluation, 2, ne font pas l'objet de savoir s'il y a des performances qui ne seraient pas peut-être utiles à obtenir, et 3, d'un pilotage. Alors pour ceux qui nous écoutent, 7 points de PIB, c'est à peu près 180 milliards. Voilà, c'est 180 milliards. Alors peut-être que même ceux qui nous écoutent auront un meilleur j'allais dire, référentiel en disant l'éducation. Tout le monde comprend qu'il faut qu'on investisse dans l'éducation. Oui. C'est 10 points de PIB. Donc j'investis 10 points de PIB dans l'éducation et je ne dis pas que j'en gaspille 7 dans l'insécurité. Mais en tout cas, sont-ils bien investis? Sont-ils bien investis? Car l'autre volet, c'est le retour sur investissement. Ce retour pour investissement aujourd'hui, est-ce que les Français l'ont? Est-ce qu'ils voient toujours dans la rue? Il est mesurable, ce retour? Alors, bien sûr, il est mesurable. Il est mesurable par, justement, ces chiffres de la criminalité dont on parlait, qui explosent. Quand je disais tout à l'heure que les progrès faits en matière de politique de sécurité et de la violence routière payent, moins 34%, pour vous dire un ordre d'idée, de 2010 à 2020 d'efforts sur le nombre de tués de la route. En revanche, la courbe dans l'autre sens de ce que j'appelle la violence mortifère, elle est de 110% dans le même temps. Et quand je parle de violence mortifère, je dis attention, il ne faut surtout pas ne tenir compte que des homicides. Aujourd'hui, grâce à l'efficacité, j'allais dire, d'un couple qui s'appelle le 15 et le 17 et le 15, c'est-à-dire que j'appelle la police secours et j'ai les SAMU, eh bien en vérité, on voit que la courbe des homicides eux-mêmes aurait tendance à légèrement baisser, parce qu'heureusement, on arrive très vite quelque part et on peut sauver la personne. Donc ce qui est important, c'est d'additionner à cela la courbe des tentatives d'homicide. Et celle-là, elle est catastrophique et révèle plusieurs choses. D'abord, elle révèle qu'il y a, pour moi, ce qui est presque une sorte de rupture anthropologique. Il y a une délinquance qui n'a plus peur du « tu ne tueras point ». Il s'en fiche complètement. Risquer de tuer un policier n'est plus du tout une problématique pour un délinquant grave. Vous en parlez. J'en parle parce qu'évidemment, c'est cet indicateur qui est le plus grave, qui montre que cette courbe haussière, je pense malheureusement pouvoir dire qu'on ne pourra pas la réduire si rapidement et si facilement. Diana Boer et d'autres criminels. Je rejoins complètement leur analyse et effectivement, ils ont raison. Il faut absolument additionner les deux. Là aussi, les politiques ont tendance à ne pas voir cette courbe-là, d'où l'idée de certifier la criminalité, d'où l'idée que la Cour des comptes rende compte tous les ans devant le Parlement du coût de la sécurité. Et donc le chiffre, là aussi, la Cour des comptes le certifie. Parce que de cette façon, quand on a des données, des indicateurs, c'est un peu peut-être le côté techno, bien sûr, qui est de la sphère, mais il n'y a aucune politique efficace sans indicateurs. Je ne vois pas un ministre de l'Intérieur, un garde des Sceaux, pouvoir nous prétendre qu'il améliore une situation si on n'a pas sous les yeux ces indicateurs et on peut dire et rendre compte de leur baisse ou rendre compte de leur hausse. Mais est-ce que dans vos calculs, est-ce que vous avez intégré, il y a des chiffres très importants derrière aussi, tout ce que l'État a investi depuis 4 décennies en termes de politique de la ville, en termes de la prévention? Ce sont des tonneaux d'Anéide, c'est des milliards qui ont été investis dans ces politiques de la ville pour lutter contre cette insécurité par des projets d'urbanisme, de rénovation, de services publics, etc., qui est une bonne chose d'introduire ça dans les quartiers. Mais est-ce que vous avez pris en compte ces chiffres? Alors non, franchement, je ne les ai pas pris en compte. Pourquoi? Parce que pour l'État et les collectivités publiques, je me suis contenté des coûts directs. Ceux pour lesquels on peut trouver des données, combien consacre-t-on de rémunération à des policiers, à des magistrats s'occupant des affaires pénales, etc. En revanche, indirectement, j'en ai tenu compte pour les collectivités locales qui, par 2 biais de dépenses, qui sont les seuls qu'on arrive à trouver à peu près dans les données statistiques, sont la vidéosurveillance. Elle est incontestablement à mettre à 100%, cet investissement à 100% au compte effectivement de la prévention de sécurité, comme vous dites très bien.
Et puis, il y a, au-delà des policiers municipaux, des agents alors, il porte un acronyme qu'à l'instant j'oublie, mais ce n'est pas très grave, des agents de médiation sociale, etc., qui, effectivement, sont des policiers municipaux, non pas dégradés, non pas de deuxième ordre, mais en tout cas, qui jouent un rôle de sécurité par la prévention. Et je considère qu'effectivement, un maire, quand il défait cette dépense, il ne la fait pas pour se faire plaisir ou faire plaisir à ses concitoyens, il le fait pour lutter contre l'insécurité. Donc cela, je les rajoute. Mais effectivement, vous avez raison. En vérité, tout est... Vous savez, le général de Gaulle, d'ailleurs, avait à un moment donné, pour l'ordonnance de la défense nationale en 1959, considéré que la défense est un tout. Oui. Mais je réponds aussi que la sécurité est un tout. Et quand vous dites effectivement que quand on investit pour la ville ou pour la politique de la ville, quelque part, c'est indirectement pour la sécurité. Et la sécurité a un coût. La sécurité aussi a un coût dans ce que ça ne leur rapporte pas au territoire. Évidemment. Je pense notamment à l'attractivité des territoires. Absolument. Quand vous avez des régions qui sont frappées par le trafic de drogue, l'insécurité, etc., eh bien, il y a des entreprises qui vont fermer parce qu'il y a une désertification de la région. Ça, c'est un coût. On pourrait presque dire que c'est un élément de la compétitivité des régions, des nations aujourd'hui. Oui. Évidemment que si, je ne veux pas polémiquer sur l'expression de mexicanisation de Bruno Retailleau, mais un pays évidemment qui s'effondre ou qui s'enfonce dans l'insécurité n'est pas un pays qui va attirer les investisseurs. Par rapport à ce que dit Georges, et l'exemple est très parlant pour nous toutes et tous, dans le quartier où nous sommes, ça c'est quantifiable, ça peut être mesurable, chiffrable. Vous avez parlé tout à l'heure du prix de la sécurité d'un citoyen. Ce point-là, il est primordial aussi pour peut-être obliger, comme vous dites, à un moment donné, les représentants politiques à prendre à bras-le-corps cette problématique-là. Et d'ailleurs, j'ai une proposition très concrète, c'est que dans tous les budgets communaux, on oblige effectivement les communes à prévoir dans une annexe au budget communal la présentation de ce que coûte la sécurité, parce qu'il n'y a pas de débat sur ce sujet effectivement au sein des conseils municipaux, et les citoyens d'une commune en ont très peu conscience. C'est également une donnée qui ne ressort pas. D'ailleurs, il y a une collectivité locale dont ça n'est pas la vocation de se préoccuper des problèmes de sécurité, mais qui quand même s'y est engouffrée, ce sont les régions. Les régions, notamment l'Île-de-France, et ça a commencé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont investi des centaines de millions d'euros pour sécuriser les gares, les transports, les lycées, et le préfet est intervenu en disant « c'est pas possible, je soulève la question de la légalité, saisine du Conseil d'État ». Et finalement, les régions n'ont pas eu gain de cause, mais elles ont maintenu leur position. Il y a eu un bras de fer, et aujourd'hui, c'est admis maintenant qu'à travers la clause générale finalement de l'attractivité du territoire, la région a intérêt à investir pour préserver cette activité économique de la région. Ça aussi, et je peux vous dire un seul chiffre pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les 5 ans, il y a un plan, ça chiffre à 300 millions d'euros. Pour la région. Vous voyez, donc on est sur des masses monétaires Absolument. importantes. Et ce qu'un chercheur privé a pu faire, évidemment très modestement et avec des moyens très faibles, je promets que si la Cour des comptes était chargée tous les ans de faire ce calcul et de rendre compte au Parlement, avec les moyens d'investigation et d'injonction qui sont les siens, je crains que nous soyons très minimalistes avec 7 points de PIB. Peut-être. Et ça serait un vrai choc psychologique pour les politiques et nos citoyens. Mais il faudrait peut-être finalement qu'il y ait ce fameux choc. Ah mais écoutez, ça je pense que de toute façon nous n'y comptons plus. Quelque part, ça fait 10 ans, 20 ans que nous voyons que tous les chercheurs objectifs, indépendants, etc., voient monter l'insécurité, le disent. C'était encore, j'allais dire, des clignotants jaunes, des clignotants oranges. Je crois qu'aujourd'hui, on est passé. C'était pas rouge écarlate. Non, mais attention, je dis cette courbe, quand on voit une courbe comme celle-là, on sait très bien qu'on ne va pas la casser immédiatement. Donc on aura comme un effet de... Vous savez qu'un bateau, quand on l'arrête, il y a encore il continue sur son air, et c'est pas comme ça ipso facto. Donc il y a vraiment un problème à prendre à bras-le-corps. Il est politique dans le sens où il est républicain. Voilà. C'est un sujet républicain. C'est la raison pour laquelle, effectivement, en faisant ces certifications, en obligeant que le Parlement certifie les chiffres de la sécurité, il doit prendre à bras-le-corps cette responsabilité politique, tout groupe politique confondu. Mais une fois que le constat est fait, laisse-le dire, une fois que le constat est fait, est-ce que vous formulez des propositions pour réduire ces coûts qui sont un coût qui devient quasiment insupportable pour une nation comme la nôtre, parce qu'on n'a pas parlé
d'autres coûts. Par exemple, le trafic de drogue, c'est un chiffre d'affaires de 4 milliards, au détriment de la santé publique. Cette santé publique a un coût, etc. etc. Mais est-ce que vous avez des propositions à faire, et là on est dans un débat plus politique, pour réfréner, en tout cas réduire le taux de criminalité à notre pays? Alors, ce serait peut-être un tome 2 que je consacrerai, voilà. mais, non, mais très concrètement. J'ai un certain nombre de propositions qui sont pratiquement, qui ne coûtent rien en plus à un garde des Sceaux ou à un ministre de l'Intérieur, notamment tout ce qui concerne la certification des chiffres, rétablir l'équivalent de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale. Ça ne coûte rien. Et il faut absolument qu'on améliore, j'allais dire, les instruments de pilotage de l'État, d'une part. Et ça ne coûte rien. Alors, j'ai en revanche une proposition. Je sais qu'elle est, voilà, elle est éventuellement polémique, parce qu'elle a un coût. Moi, je considère qu'il y a d'abord aujourd'hui une injustice sociale phénoménale à l'égard des victimes. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'elles perçoivent par le biais de ce qui est donné au titre de l'action civile par les juges pénaux, de ce qu'elles perçoivent par l'intermédiaire des commissions d'indemnisation des victimes, des CIVI, c'est lamentable par rapport à la souffrance absolument incommensurable. Vous vous rendez compte, la famille de Philippine, c'est à vie que cette famille a été assassinée en quelque sorte. Moi, j'ai une cousine qui a été écrasée sur la route, c'est la famille qui a été écrasée sur la route. Oui, ça, absolument, parce que je suis rentré par là et je dois dire que je ne m'imaginais pas, moi qui pourtant travaille un peu du côté de la justice, je ne m'imaginais pas ce que vivent les victimes de l'intérieur. Donc moi, je considère que l'État a créé depuis 1911 une obligation de sécurité de résultat. Pour qui? Pour les professionnels du privé, pour les acteurs économiques, pour les acteurs du monde privé. Et y compris d'ailleurs, par exemple, les opérateurs de sécurité privée. Ils sont soumis à une obligation de sécurité de résultat, pas une obligation de moyens. S'ils commettent une faute dans leur activité privée, ils en sont tenus responsables. Et les jurisprudences et les juges les sanctionneront. L'État s'est créé une irresponsabilisation. L'exemple de la malheureuse Philippine. Dans votre proposition, dans ce que vous imaginez, l'État pourrait, la famille de Philippine pourrait s'adresser à l'État. Oui. Vous n'avez pas protégé ma fille. C'était un individu en plus sous OQTF, déjà condamné, qui n'a pas été maintenu en rétention. Je dis que l'État a manqué à son obligation de résultat. Absolument. Et je demande réparation à hauteur du réel préjudice. Oui. C'est ce que vous le dites, en fait. Oui. Et pourquoi je propose cela? D'abord parce que c'est une mesure de justice sociale pour la famille des victimes, ou la victime en quelque sorte. Alors je le limite dans mon essai à l'homicide. Pourquoi l'homicide? Parce que c'est ce qu'il y a de plus grave par rapport aux droits de l'homme. Replaçons-nous toujours cela. Pourquoi a-t-on ce combat? Mais ce combat, il a été fait d'abord en 1789, quand on a proclamé à l'article 2 le droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, c'est pas rien. Vous savez, je cite toujours ce que les montagnards, en plus c'est les montagnards qui ont, dans la Constitution de l'an 1, défini le mieux ce qu'était ce droit. Et ils disaient, je les cite, « La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. » Aujourd'hui, on a un certain nombre de droits de l'homme pour lesquels les jurisprudences sanctionnent l'État, condamnent l'État, mais pour des choses qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois moins graves. Par exemple, dans les prisons, et ce n'est pas une raison de le justifier, mais dans les prisons, un prisonnier va être, ou des prisonniers vont être dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes dans leurs cellules. Ils font condamner l'État au titre de l'article 3 des droits de l'homme sur les conditions dégradantes. Et là, l'État est sanctionné. Et les parents de Philippine n'ont aucune, finalement, mise en cause possible de la responsabilité de l'État qui devrait nous garantir la sécurité et avec tous les moyens qu'on lui donne. 7 points de PIB que je sors de mon portefeuille, que la nation sort de son portefeuille, avec 200 000 agents de police, avec, je les ai chiffrés parce que personne ne l'avait fait jusqu'à présent, le nombre d'incriminations pénales. Enfin, l'État se barde de pouvoir assurer le respect des normes et le respect des lois avec 155 000 incriminations pénales. Que fait-il son job? Pardon de parler un petit peu comme ça, brutalement, mais c'est ce que les gens attendent. Non, mais on comprend. Et alors, en plus, on arrive là un peu au terme de notre échange dans ce Fenech Security Talk. Échange passionnant. Juste, peut-être pour finir, Georges, et avec vous, Christophe Duval, là-dessus, par rapport, je rappelle, à ce livre, Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État.
aux éditions Erol, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Il n'est pas encore arrivé, néanmoins, il pourrait pas tarder. Le Père Noël, vous pouvez tout à fait y penser, parce que c'est aussi dans ce livre où on découvre, vous verrez, beaucoup de choses d'ordre aussi philosophique. Georges, peut-être pour finir par rapport à ce que disait à l'instant monsieur, il y a quand même une perspective, c'est que si on met du chiffre en face, on va donner du sens et de la réalité aux choses. Oui, mais il y a un aspect, on va conclure là-dessus, qui n'a pas été abordé aussi, qui est sans doute le plus difficile à traiter, c'est l'idéologie. Oui. Parce que derrière cette profusion, cette expansion du crime dans notre pays, il y a aussi des causes. Il y a un vrai projet qui consiste à dire précisément que la délinquance est un sous-produit de la misère, un peu une dialectique marxiste. Et donc, en faisant reculer la misère, on ferait reculer la délinquance. Et là, on s'est trompé. Toutes les études le montrent. Donc, il faudrait aussi tordre le cou à ces fausses idées, n'est-ce pas, que c'est en réduisant les inégalités sociales qu'on réduirait la criminalité. On voit bien qu'en réalité, la criminalité surfe sur la croissance économique. Ça fait l'objet d'un autre livre, si vous voulez, oui. Mais il faut bien voir qu'on se heurte là à un vrai débat politique. Et c'est vrai aussi qu'une fraction de notre pays, vous citiez effectivement ces opinions-là, n'ont pas pris conscience qu'ils devaient assurer le deuxième des droits de l'homme, le droit à la sécurité. Qui pourrait devenir et ce droit est un droit absolument républicain, absolument révolutionnaire. Il appartient à tous les courants politiques. Et il y a peut-être un courant politique qui l'a peut-être oublié, alors qu'il lui est quelque part consubstantiel, j'allais dire, à sa philosophie d'origine. Il ferait bien de s'en rappeler, et peut-être que mon livre peut peut-être les aider là-dessus à s'en sensibiliser. Et ce qui m'amène à la fois sur la conclusion, mais ce qui est quand même assez remarquable à la fois dans l'échange que vous avez eu, messieurs, c'est qu'on est revenu et on termine avec les droits de l'homme, dont beaucoup veulent se targuer d'en être, si ce n'est les héritiers, en tous les cas les bien-pensants. Et d'ailleurs, plusieurs fois, vous le citez dans votre livre, encore une fois, Le prix de l'insécurité, enquête sur une défaillance d'État, audition Erol, vous citez ça, sur le fait de attention de ne pas se tromper. Merci beaucoup. Merci. Merci. L'invitation et merci. Merci d'avoir échangé qu'il y a sur votre chaîne. Eh ben, vous pourrez à tout moment, vous êtes ici chez vous. En tous les cas, vous êtes ici chez Georges Fenech, Fenech Security Talk. Merci Georges. Merci cher Jérôme. Ça a été encore une fois un plaisir. On se retrouve très prochainement. Vous verrez, vous ne pouvez pas nous rater ni nous louper. En tous les cas, nous, on sera toujours au rendez-vous. À très bientôt.